Nouraïm, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments d'ordre juridique pour comprendre un peu plus la nécessité du document unique d'évaluation des risques professionnels? Merci Frédéric. Oui, bien sûr. Comme je disais, on va parler des obligations de l'employeur. Donc, le premier et l'obligation importante, c'est selon l'article L 4121-1, l'obligation de l'employeur assurer la sécurité afin de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Pour faire cela, euh, il doit utiliser les 9 principes généraux de prévention, notamment sur l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités. On reviendra sur ces sujets aussi. Pour cela, il faut avoir un document unique où tous les risques qui ont été identifiés dans l'entreprise doivent être cités et aussi les actions qui vont être en place pour protéger et minimaliser l'exposition à ces risques doivent être notées dans le document unique. Comme on voit bien selon la date de décret, ce document existe bientôt 30 ans. Et toute la partie, les risques psychosociaux, ont été ajoutés il y a 20 ans aussi. Donc, c'est très important d'avoir comme les risques physiques et mentaux aussi. La loi santé de 2021 vient renforcer la prévention des risques professionnels en mettant en accent les préventions primaires, c'est-à-dire arriver et agir même avant l'apparition des risques, l'apparition des dommages. On reviendra sur le sujet un petit peu plus tard aussi. Donc, c'est important de savoir que le document unique, il est obligatoire pour toutes les entreprises, comme privées, mais aussi publiques, pour les associations, à partir d'un salarié. C'est-à-dire, même s'il y a un alternant, un stagiaire qui vient une fois par semaine, c'est quand même obligatoire d'avoir le document unique. À partir de 11 salariés, le document unique doit être mis à jour une fois par an. C'est au moins une fois par an. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres situations dans lesquelles c'est important aussi de le mettre à jour. La première situation, c'est quand il y a un aménagement important qui peuvent impacter les conditions de travail. Par exemple, vous achetez une machine qui impacte le travail. Et deuxième, c'est connaissance d'une information qui pourrait aussi impacter les risques. Par exemple, une réorganisation. Donc, dans ces situations-là, à chaque fois, il faut mettre le document unique à jour. L'État n'impose pas aucune modalité, aucun format de document unique. On peut le faire sur Excel, on peut le faire sur Word, on peut le faire sur des outils et des applications spéciales. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il doit être conservé pendant 40 ans, au moins 40 ans, d'une manière dématérialisée. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à l'avance si on veut le faire en papier, si on le fait en mode Word, parce que c'est important de le garder et transférer au SPST, médecine du travail. À chaque fois, vous mettez à jour vos documents uniques. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que le document unique, oui, c'est un document administratif qu'il faut faire, mais c'est aussi, grâce à ce document, on peut vraiment suivre et utiliser d'une manière stratégique, vraiment de voir ça comme un outil qui permet de suivre tout ce qui se passe dans l'entreprise, dans le suivi de prévention. Frédéric, est-ce que tu as une question à poser à nos participants? Oui, Nouraïm, vous avez pu voir que le document d'évaluation des risques a été fixé par la loi en 2001. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Avez-vous une idée du nombre d'entreprises qui ont aujourd'hui, à minima, une décision, un document unique d'évaluation des risques professionnels? Un petit questionnaire va vous être lancé sous forme de sondage qui va vous permettre de répondre et on va pouvoir effectivement évaluer votre vision à vous de la mise en place de DURP. Je vais lancer. Alors effectivement, vous avez 4 propositions, moins de 25, 26, 49%, un peu plus de 50 à 60% et plus de 61%. Je vous laisse soumettre votre vote.
Vous êtes en train de voter, je vous remercie. Françoise, à l'issue, publiera le résultat. Je peux pas. Alors, Nouraïm, le résultat laisse apparaître entre 26 et 49%. Qu'en penses-tu? Oui, merci. Bah, ces chiffres, c'est quand même surprenant parce que, comme on a vu, le document unique existe bientôt 30 ans. Donc, c'est 24 ans plus précisément. Et la moitié des entreprises, ils n'ont pas encore le document unique. Selon les études de DARES, on voit que plus l'entreprise est grande, plus elle a des moyens pour suivre, mettre à jour le document unique. Plus l'entreprise est petite, moins il y a de ressources et moins le document unique est en place. C'est le même chiffre pour les risques psychosociaux. Même si les risques psychosociaux ajoutés légalement un petit peu plus tard que le document unique sur les risques professionnels, ça reste quand même obligatoire et on voit que les chiffres ils sont aussi surprenants. Donc, malgré le fait que c'est obligatoire. Frédéric, est-ce que tu peux nous préciser quelles sont les amendes pour les entreprises qui n'ont pas le document unique? Oui, Nouraïm, naturellement, mais vous comprenez bien que avant même de parler d'amende, il faut respecter une forme de méthodologie et une forme de philosophie qui a été adaptée par les pouvoirs publics au travers de la rédaction d'un document d'évaluation. Naturellement, il faut commencer par les évaluations des risques professionnels encourus pour les salariés. C'est le premier élément, c'est quand même l'objectif, la préservation de l'intégrité des collaborateurs et puis également éventuellement des visiteurs dans une entreprise. S'assurer du suivi individuel de l'état de santé, c'est important aussi à prendre en considération. Et naturellement, une fois qu'on a conscience d'un certain nombre de risques et de probabilités, c'est de mettre en œuvre des actions de prévention pour éviter l'application de ces risques. Tout ça se fait au travers d'un formalisme qu'il faut respecter au niveau des dispositions légales et réglementaires qui sont rappelées et on aura l'occasion de voir quelques évolutions qui ont même eu lieu en 2025 et cette année. Outre les amendes qui peuvent effectivement être mises en œuvre, qui vont entre 1 500 € et 7 000 €, vous me direz, ce sont des sanctions financières et si je peux les assumer, pourquoi pas? Mais indépendamment, il y a quand même le principal risque pour le responsable, le chef d'entreprise et ceux qui sont censés suivre le document unique, c'est la faute inexcusable. Cette faute inexcusable, se définit ainsi: l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé un salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Vous comprenez bien que le risque est important et il serait dommage de ne pas effectivement utiliser ce document comme une évaluation bien particulière. Alors, ce document est fait pour vivre au quotidien et d'être amélioré. Par contre, la loi précise que ce document peut être facilement consultable, à la fois par des salariés, des anciens salariés, par les membres du CSE qui peuvent en avoir connaissance, des services de prévention naturellement, mais également lors d'un contrôle de l'inspection du travail ou des agents de la prévention et naturellement de tout autre organisme qui pourrait le demander. Donc aujourd'hui, pour les 50 d'entreprises qui n'auraient pas formulé le document d'évaluation des risques, sans même avoir fait l'évaluation annuellement, ils sont sanctionnables d'une amende dans un premier temps, mais du risque aussi d'être recherchés sur une faute inexcusable. Nouraïm, est-ce que tu pourrais nous présenter quelque part ce triptyque qui est la prévention primaire, secondaire et tertiaire? Merci Frédéric. Bah, comme je disais tout à l'heure, les 3 niveaux de prévention, c'est nécessaire à connaître et dans le document unique, on verra tout à l'heure que les 3 niveaux doivent être présents. Mais avant ça, il faut connaître quelles sont les différences entre le primaire, secondaire et tertiaire. Je vais vous donner un exemple avec le soleil. Donc, on sait bien que soleil, c'est un danger pour notre peau. D'un côté, on peut avoir les coups de soleil, mais d'autre côté, ça peut aller jusqu'au cancer si on ne le suit pas. Donc, si je agis dans la prévention primaire, je ne vais pas sortir entre midi et 16 heures parce que je sais que le niveau de UV, il est le plus important. Donc, je vais éviter complètement le risque. Donc, c'est ça la logique de prévention primaire, c'est agir même avant. Donc, je prévois beaucoup plus à l'avance
je ne sors pas à l'extérieur. Prévention secondaire, c'est protéger. Je suis obligée de sortir entre midi et 16 parce que j'ai les obligations de travail, parce que je dois chercher les enfants à l'école, par exemple. Donc, je suis obligée. Je sais que c'est dangereux, mais je sors. Comment je peux me protéger? Je peux m'appliquer un crème solaire. Je peux mettre une casque, des vêtements qui protègent de soleil, etc. De prendre de l'eau pour s'hydrater, etc., etc. Donc ça, c'est je me protège. Et la prévention tertiaire, c'est plutôt une curative. C'est malgré le fait que je mets en place les préventions primaires, secondaires, ça peut arriver que j'ai quand même un coup de soleil ou peut-être avec le temps, on sait par exemple un cancer de peau. Donc, quelles sont les actions pour réparer? Ça peut être déjà dans le premier temps juste se reposer, dans le deuxième temps aller voir le médecin et consulter et de suivre ses indications. Idéalement, dans le monde idéal, dans le travail, le pourcentage doit être entre 80% entre le primaire et le secondaire, ça permet vraiment de suivre tout ce qui se passe dans l'entreprise, et 20% dans le tertiaire, pour ne pas être en mode pompier, pour gérer toutes les situations d'urgence. Si je donne un exemple avec les risques professionnels, par exemple, pour les troubles musculo-squelettiques, dans les premières préventions primaires, ça va être aménagement des postes afin d'éviter tous les problèmes des troubles musculo-squelettiques. Deuxième temps, ça va être équiper les salariés avec les EPI, les équipements de protection individuelle. Et dans les tertiaires, ça peut être, malgré le fait qu'on a tout mis en place, il y avait un arrêt par rapport à un TMS. Une fois que la personne arrive, j'aménage le poste par rapport aux indications de médecin du travail. Donc, c'est ça les 3 niveaux de prévention. Pourquoi on en parle? Parce que pour comprendre aussi les 9 principes généraux de prévention, tout est lié, tout se soit dans le document unique. Les 9 règles générales, c'est le chemin pour tracer le document unique, le chemin pour construire le document unique. Et c'est la règle d'or qui nous permet de vraiment comprendre comment le faire. Donc, j'évite le risque si c'est possible. J'évalue les risques si je ne peux pas éviter. Je combats le risque à la source et pas juste les conséquences, mais vraiment, je vais chercher pourquoi. J'adapte le travail à l'homme et pas l'homme au travail. Donc, c'est vraiment, j'essaye de faire au mieux. Utiliser les évolutions techniques modernes qui permettent de diminuer le risque et l'exposition. Je planifie les actions et je mets en place les protections comme individuelles, mais aussi collectives afin de préserver la santé et sécurité de mes salariés. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que le document unique, c'est un outil stratégique qui nous permet de suivre de A à Z et de voir ça d'une manière continue, qui permet de suivre tout ce qui se passe dans l'entreprise, encore une fois, dans la matière de prévention. Là, on va rentrer dans le dur du sujet, c'est-à-dire comment je fais le document unique. Il y a 4 étapes, donc la préparation de l'évaluation, identification des risques, classement des risques et proposition des actions. On va rester sur chaque étape plus précisément. Donc, le premier, la préparation de l'évaluation. Ici, on va parler des unités. UT, c'est une entité cohérente dans laquelle les personnes sont exposées aux mêmes risques, dans les mêmes conditions et avec la même intensité. C'est très important de comprendre ça parce que selon combien d'unités je vais avoir, je vais construire mon document unique, je vais évaluer les risques derrière et je vais mettre en place des actions. Donc, les unités de travail dans votre entreprise peuvent être de 3 différents types. Par exemple, unité géographique. Vous avez un local à Bordeaux, vous avez un local à Lyon, un à Paris. Donc, votre document unique va être divisé en 3 unités. Ça peut être aussi divisé par l'unité de service. Par exemple, il y a une unité de réception, une unité de production, une unité administrative ou de nettoyage. Ça peut être aussi divisé par l'unité de fonction, c'est-à-dire vraiment par rapport au métier qui existe dans mon entreprise. Magasinier, cuisinier, employé de service, etc. Cette étape,
il est préparatoire, mais il faut bien réfléchir parce que s'il y a trop d'unités, ça devient ingérable et nous pouvons passer du temps à modifier, régler, voir où ça se passe mal, etc. Au lieu d'aller dans le vif du sujet, c'est la prévention des risques. Par contre, s'il y a trop peu de unités, c'est pas pertinent et il y a toujours un risque qu'on va louper un risque à gauche, à droite et vraiment rater les spécificités de chaque métier. Donc, avant de commencer à évaluer les risques, il faut prendre le temps pour définir quelles sont les unités, combien je l'ai et comment je vais travailler avec eux dans le futur. Le prochain étape, ce sera la identification des risques. Mais avant ça, il faut comprendre quelle est la différence entre le danger et le risque pour faire le document unique. Et ça, c'est Frédéric qui va nous expliquer cette différence. Merci Nouraïm. Tout d'abord, vous l'avez compris au travers des différentes interventions et des apports de Nouraïm, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ne s'améliore que ce qui se mesure. C'est l'une des solutions qui est indispensable, ne se mesure que ce qui se comprend et ne se comprend que ce qui se décrit et se partage. Ce travail doit se faire par l'intermédiaire de l'ensemble des personnes concernées sur les postes de travail au sein de l'entreprise. Alors le danger, c'est une source potentielle de dommages. Et puis le risque, c'est la probabilité que ce danger cause un accident. Alors je vais vous partager une petite fable, le carton et l'ouvrier. Un carton bien trop lourd gisait sur le plancher. L'un voulut l'emporter, le dos seul à l'ouvrage, son élan imprudent lui valut grand dommage. Un autre, plus avisé, plia ses genoux, fit appel à l'aide et sans peine s'en sortit. Moralité de cette histoire, le danger est toujours là, mais le risque dépend de la manière dont on gère ce danger. Alors, je vais vous demander une petite intervention pour mieux comprendre les évolutions et connaître si vous savez ce qu'est le PAPRI Pacte. Le sondage est soumis à vous. Avant de passer à PAPRI Pacte, on est un petit peu plus tôt et on reviendra un petit peu plus tard. Là, il faut quand même voir comment j'identifie les risques. On reviendra sur le PAPRI Pacte. Frédéric, il est un petit peu à l'avance. D'abord, pour identification des risques, je peux passer par trois moyens. Donc, observation sur le terrain, parce que c'est justement, il faut aller voir le travail réel, comme on dit dans la psychologie du travail, que le travail prescrit. Donc, par les observations, ça nous permet vraiment de voir quels sont les risques. Peut-être le salarié, quand ils essayent de justement soulever les cartons, il a un dos courbé. Donc, des choses comme ça, c'est vraiment permet de faire par observation. Les échanges ouverts, c'est les entretiens collectifs. C'est vraiment d'aller demander les personnes qui vivent dans leur quotidien les différents risques selon vos unités de travail que vous avez prédéfinies à l'avance. Et après, il y a une enquête au poste de travail. C'est… j'ai lancé le sondage. Oh, excusez-moi. Vous voyez le sondage au lieu de voir la présentation? On peut peut-être lancer le sondage et on Non, reviendra sur c'est bon. PAPRI Pacte qui va permettre à chacun de pouvoir. Mais sinon, on voit bien ton slide. Non, Nous sommes on en a bien direct. ton slide, Nouraïm. C'est bon. Ok. Donc, on voit bien mes slides, c'est bon? Oui. Oui. Ok. Bon, désolée pour ce petit couac. Bon, on continue. Et donc, le troisième méthode, c'est l'enquête au poste de travail. C'est combinaison des deux, c'est-à-dire on observe et on pose les questions pendant que la personne travaille, de dire pourquoi tu fais ça, est-ce qu'il y a un autre moyen de faire, vraiment aussi de comprendre pourquoi et comment en temps réel. Troisième étape, ce sera le classement des risques. Donc, une fois on a identifié les risques, une fois on a évalué, il faut les classer, c'est-à-dire de donner une note. Il y a trois critères importants à savoir, donc la fréquence d'exposition, la gravité et la maîtrise de risque. La fréquence d'exposition, c'est une durée moyenne de répétitivité de ces expositions. Je prends par exemple un cas de Frédéric qui est chargé d'affaires, qui roule beaucoup, donc il est bien exposé au risque de routier. Il conduit, par exemple pour la fréquence, pour dire quelle note il a, on va regarder est-ce qu'il est exposé une fois par mois,
par an, une fois par mois ou une fois par semaine. Donc, ce sera une fois par semaine. Est-ce que la durée, c'est 4 heures, moins de 4 heures, 15 minutes, etc. Selon ces notes, on voit bien qu'on peut donner le chiffre 3. La gravité, c'est le degré d'atteinte à la santé le plus réaliste. Qu'est-ce qui se peut passer quand on conduit? On peut avoir un accident, on peut avoir des dommages beaucoup plus importants, ça peut aller jusqu'au décès. Donc, il faut bien comprendre quelle est l'atteinte la plus réaliste. Donc ici, on va choisir 4 parce que c'est entre les deux. Ça dépend des situations, de vitesse, où il conduit, etc. Et la maîtrise de risque, c'est qu'est-ce que l'entreprise elle met en place pour diminuer ce risque. On va regarder tout à l'heure les 3 niveaux, technique, organisationnel et humain. Ici, par exemple, l'Harmonie Mutuelle met en place des voitures avec airbag, les ABS qui permettent de contrôler le freinage, etc. C'est vraiment les outils qui mettent en place l'organisation pour diminuer le risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, l'État ne propose pas et n'oblige pas d'avoir un calcul obligatoire. Donc, ça varie selon l'entreprise, selon le calcul qui choisit. Donc, première, ça peut être, c'est encore une fois un exemple, gravité plus fréquence multipliée par maîtrise de risque. Ou ça peut être gravité multipliée fréquence multipliée par maîtrise. Selon ça, à la fin, on va voir les différentes couleurs, c'est-à-dire les différents chiffres aussi par rapport auxquels notre risque il est prioritaire ou pas. Plus c'est rouge, plus c'est prioritaire. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place des actions tout de suite qui permet justement de contrôler ce risque. Diminuer, par exemple. Si c'est un risque non prioritaire, bon, on peut quand même prévoir les actions, mais on peut le prévoir l'année prochaine, 6 mois après, etc. etc. Donc, l'importance de priorisation nous permet de construire notre plan d'action après. Donc, je vous ai lancé questionnaire un petit peu plus tôt. Donc, le 4e étape, ce sera les actions. Donc, ici, il y a 3 niveaux, donc technique organisationnelle et humain. C'est les actions qui peuvent diminuer et qui peuvent nous permettre de contrôler le risque. Chez Harmonie Mutuelle, on peut vous accompagner sur mise en place des actions. Ça peut être de technique jusqu'à humain, encore une fois. Dans les équipes, par exemple, équipement de travail, ça peut rentrer dans les techniques adaptées. Aménagement des horaires, ça peut être aussi dans l'organisationnel. Dans la partie humain, ça peut être les sensibilisations, les formations, des différentes conférences qu'on organise aussi avec les entreprises. J'ai un exemple concret d'un accompagnement d'une entreprise de logistique qu'on a accompagné pour diminution de troubles musculo-squelettiques suite à de nombreux accidents. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une diagnostic pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de TMS, pourquoi il y a mal au dos, peut-être le poste il est mal adapté. Donc, une fois on a fait ça, on a former les référents qui, à leur tour, vont former les salariés à faire les exercices de réveil musculaire tous les matins parce qu'on a bien compris que le corps, il n'était pas encore prêt pour faire tout ce qu'il demande au travail et il était encore froid. Même si le salarié commence après-midi, il fallait quand même mettre en place le réveil musculaire qui durait 5 à 10 minutes, mais tous les jours. Et pour cela, on nous a sollicité justement pour accompagner sur ce type de sensibilisation et formation. Est-ce que, Frédéric, tu peux nous préciser pourquoi c'est important de faire le document unique? Quels sont les bénéfices au final? Naturellement, Nouraïm, merci. Vous comprenez bien que lorsque j'interviens en entreprise et que je rencontre des dirigeants, des DRH, on ne peut pas faire autrement avant de parler de la protection qu'on va mettre en place, c'est-à-dire plutôt la partie secondaire qui a été présentée par Nouraïm, c'est de travailler sur les enjeux humains, sociétaux et puis également économiques, de voir comment on peut mieux adapter. Ça passe naturellement par le document unique, par la prévention et par des constats qui ont été faits.
Alors naturellement, si je travaille sur la partie humaine des choses, le document unique protège la santé et la sécurité des salariés. Il prévient les risques, il renforce la qualité de la vie au travail. C'est important, c'est l'objet même, c'est-à-dire de prémunir contre l'absentéisme, la maladie, l'intégrité des collaborateurs, surtout lorsqu'on est en période de tendue et qu'on a du mal à remplacer des collaborateurs. Ensuite, l'enjeu économique, c'est en réduisant les accidents, l'absentéisme et le turnover, on sécurise l'activité et on améliore la performance de l'entreprise. On a pu voir qu'en travaillant sur une meilleure adaptation du risque routier, on a gagné également sur les frais généraux, sur une conduite écologique, voilà, plus sécuritaire. Et naturellement, les enjeux sociétaux, on favorise le dialogue entre le dirigeant, le manager et les salariés et on renforce la responsabilité de l'entreprise. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où on travaille sur un document et qu'on va intégrer l'ensemble des parties prenantes, nous allons réintégrer un dialogue social qui va permettre effectivement de donner la parole à ceux qui sont au plus près du risque et qui parfois ne s'en rendent même pas compte. Et eux peuvent être source d'évolution de manière très naturelle. Donc, vous l'avez bien compris, le DURP n'est pas seulement une obligation légale, c'est un outil stratégique qui vous permet à la fois, intervenant, de conjuguer le bien-être, la performance et la cohésion. Et ça renforce aussi l'image de l'entreprise. Je ne sais pas si, Nouraïm, tu souhaites effectivement apporter des réponses complémentaires à mon intervention, mais si tel n'était pas le cas, je ne sais pas si tu veux intervenir. Oui, j'aimerais aussi ajouter que le document unique, c'est aussi un document collectif, comme tu disais Frédéric aussi, parce que c'est quand même, comme on a vu, plusieurs acteurs, ils peuvent avoir l'accès. Quand on fait l'évolution, on peut aller parler avec les collaborateurs et c'est même mieux et c'est conseillé d'aller questionner les salariés en travail réel parce qu'encore une fois, c'est le document collectif et on peut le faire vivre collectivement. C'est ce que je voulais ajouter. Merci Frédéric. Alors, on va revenir sur ce petit sondage qui est parti. Vous voyez, on avait un risque de se tromper. On a essayé de le préparer. Et malgré tout, il a eu lieu. Donc, vous avez quelques. Donc, je voudrais revenir sur cette évolution du document unique d'évaluation des risques d'entreprise qui s'adresse aux entreprises de plus de 50 salariés, qui est le PAPRIPAC. Selon vous, Est-ce que vous ce. voyez déjà cette question? Ça s'affiche ou pas? Alors, on Si a je les fais comme ça. questions du côté, mais on n'a pas le sondage qui apparaît, donc il faut le soumettre. Il est dans l'onglet de sondage, Nouraïm. Il n'apparaît pas. Oui, c'est bon. J'ai les réponses en vrai, déjà. Alors, si tu as les réponses, je vais te laisser apporter le résultat. Oui, comme le 59% de nos participants, ils ont bien répondu. Donc, c'est vraiment un programme annuel de prévention des risques professionnels et amélioration de conditions de travail. En vrai, je pense que c'est mieux de le dire PAPRIPAC parce que c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus court. Ce qui est important de savoir, le PAPRIPAC, c'est un document aussi obligatoire pour les entreprises à partir de 50 salariés. Qu'est-ce qu'il doit préciser PAPRIPAC? C'est comment, quand, qui va mettre en place les actions par rapport aux risques prioritaires ou même pas, peut-être les risques qui sont déjà identifiés dans l'entreprise. Le PAPRIPAC, donc il faut avoir des informations précises et sur les actions prévention, les objectifs, pourquoi on met en place cette action, les conditions exécution, est-ce que c'est réalisable ou pas? Combien ça va nous coûter? Quelles sont les ressources mobilisées? Qui sont les pilotes? Et le calendrier de mise en œuvre. Comme je disais tout à l'heure, par rapport au risque, est-ce que c'est prioritaire ou pas? Le calendrier peut aller de tout de suite jusqu'au dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. La prévention, c'est un investissement à long terme. Donc, il faut le voir vraiment comme quelque chose qu'on verra le résultat, bien sûr, mais si on le fait et on le suit plusieurs années. Donc, la différence ici, cette slide, c'était pour vous présenter que les entreprises à moins de 50, peuvent aussi avoir le PAPRIPAC, mais ça va être appelé différemment. Ça va être appelé liste des actions de prévention des risques protection des salariés. C'est là aussi qu'on cite toutes les actions qu'on va mettre en place.
Frédéric, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour Oui, je voudrais cette attirer, partie? merci Nouraïm, je voulais juste attirer qu'au même titre qu'au niveau des RH, vous êtes obligé de faire les entretiens annuels de vos collaborateurs pour déterminer avec eux leur situation, les faire évoluer professionnellement et pour avoir un temps d'échange avec eux. Ben, il faut considérer que ce document d'évaluation des risques professionnels entre les listes des actions et le PAPRIPAC, c'est le même objectif. C'est voir comment on peut effectivement le travailler comme un entretien annuel qu'on fait avec ses collaborateurs. Et comme tu le disais justement, Nouraïm, le fait de considérer que ce document est d'abord un outil de travail comme un carnet de santé, ça permet de se permettre d'avoir un peu en mode projet, des rappels, des interventions et de voir. Par contre, le paprika, comme tu l'annonçais, c'est quelque chose qui va avoir aussi des conditions un peu plus importantes. C'est un plan d'action qu'il faudra suivre. Merci Je te Frédéric. remercie de m'avoir Là, donné la parole. je vais essayer de lancer une question par rapport au CSE. Est-ce que le CSE doit être informé? Je vais essayer de soumettre les questions comme ça, publier le sondage, soumettre le vote. Est-ce que vous voyez Oui, la très question? bien. Oui, C'est bon. oui, je Bien, te Yves. confirme. Alors, Nouraïm, tu as un début de réponse? Donc, je vais voir. Les réponses. 100% ils ont répondu que c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais c'est une question piège. C'est vrai, mais aussi faux. Le rôle de CSE ne se limite pas juste à simple information. Aujourd'hui, c'est avec le renforcement de la loi santé, il est désormais consulté de manière formelle. Le CSE, pas seulement participe et donne leurs avis, mais ils doivent, ils peuvent donner leurs avis et c'est une véritable participation. Comme je disais encore une fois tout à l'heure, on voit bien que le document unique, c'est un document collectif et c'est important de parler aussi avec CSE et d'essayer de le faire vivre collectivement. Donc, c'était une question piège. Vrai, mais faux. Là, on va passer sur les exemples de situations concrètes. Il y a une modification de ces dernières de mai 2025 sur la canicule. Donc, je vais vous soumettre une autre question. Vous me dites si vous le voyez. Tac, publier. Ça y est, ça s'affiche, Nouraïm. Super. Donc, quel est l'objectif principal du décret de 25 mai de 2025? Ok, on va regarder. Super. 85 personnes répondu que c'est renforcer les mesures de prévention face aux risques liés à épisodes de chaleur intense. Comme vous le voyez bien, à partir de 1er janvier 2025, toutes les entreprises doivent mettre à jour leur document unique en ajoutant un risque par rapport aux fortes chaleurs. L'importance ici, c'est aussi de surveiller avec la France Météo et voir selon les chaleurs, épisodes de chaleur, si c'est rouge, vert, orange ou jaune, et de mettre en place les actions de prévention derrière. Frédéric, est-ce que tu peux nous citer les mesures qui peuvent mettre en place l'employeur pour protéger les salariés contre les chaleurs qu'on le vit Naturellement, Nouraïm, mais avant même d'aborder cette notion, le climat nous a rappelé ce mois de juillet, cette réglementation que certains n'ont pas vu passer, tellement il y a d'informations qui passent, par ces épisodes de chaleur. Chaque entreprise s'est adaptée en modifiant ses horaires, en aménagement les tenues de travail, en commençant un peu plus tôt,
en réduisant certaines tâches pour s'adapter, en mettant des climatiseurs, en mettant un certain nombre de solutions, en fournissant de l'eau régulièrement, voilà, et de mieux réadapter. Eh beh, ces mesures-là auraient dû faire l'objet d'une évaluation de son pas PRIPAC, mais aussi de son document d'évaluation des risques professionnels pour effectivement réfléchir à la manière dont on pouvait fonctionner et puis en même temps réfléchir si les mesures qui ont été mises en place ont pu être efficaces. C'est surtout ça qui est important. Alors naturellement, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des documents qui sont présents et que vous pouvez voir. Naturellement, bah, il faut limiter l'exposition, c'est passer du risque primaire au secondaire, c'est d'adapter des aménagements de poste logiquement, réorganiser le travail et les horaires, installer des protections contre, donc et de réfléchir à la manière dont on peut faire, c'est augmenter la mise à disposition d'eau et bien naturellement d'utiliser. Est-ce que le climatiseur est forcément une source, mais ça peut être aussi un danger, à la fois par le bruit qu'il peut générer, mais également par les différences de température, et naturellement informer et former les travailleurs sur le risque et la bonne pratique. La fatigue, l'épuisement, c'est tous ces éléments-là qui doivent être pris en considération et c'est important de pouvoir l'évaluer pour de manière à ce que si ça se reproduit, vous puissiez avoir cette anticipation. Voilà ce que je voulais vous apporter comme élément complémentaire. Je vois que tu vas pouvoir nous présenter quelques exemples pour formaliser ce fameux DURP, Nouraïm. Oui, je ne vais pas rester longtemps parce que ce document va être envoyé à nos participants, mais c'est un exemple document unique qui a été rédigé sur Excel. Donc, on voit bien qu'on a bien cité l'unité, quel est le risque routier, à quel moment de travail les salariés il est exposé, quels sont les dommages potentiels, quels sont les moyens de protection qu'on met en place l'entreprise. Ici, ils ont choisi de diviser en 3. Parfois, on peut juste mettre les moyens et tout citer ensemble. Et après, on passe à l'évolution. Gravité, donc 12, fréquence 4, maîtrise, ils ont aussi décidé de diviser en 3. Et au final, ça nous donne 64, que selon leur cotation, il est prioritaire, donc il est en rouge. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des actions. Comme c'était une entreprise plus de 50 salariés, on voit bien un extrait de pas pris pacte. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit l'unité de travail exposée, donc c'est l'unité 1 par rapport au risque routier, les risques qu'ils veulent maîtriser. Objectif stratégique, c'est maintenir le plus bas les accidents liés au risque routier. Quelles sont les actions? Ici, c'est la formation. Quel type ça impacte? C'est les humains parce que c'est une formation. Quels sont les pilotes, les managers, contributeurs, ressources qui sont demandées, financières et au niveau des heures aussi. Et auquel échéance, c'est les dates limites pour mettre en place cette action. Donc, c'est ça, un petit extrait de Papri Pacte. Et on passe presque. Dernière ligne droite, c'est assurer les suivis. Pourquoi c'est important et comment je le fais? Donc, une fois j'ai décidé, j'ai mis en place le document unique, j'ai décidé de faire une action, je regarde comment ça se passe. Est-ce que l'action que j'ai mis en place, il a un effet? Donc, il faut savoir identifier les KPI pour savoir si mon risque il a diminué ou si mon risque il a augmenté. Une fois on a fait cette évaluation, on passe à intégration dans le DURP. On fait mise à jour. Une fois on a fait une mise à jour, on regarde quels sont les risques prochains. Est-ce que c'est le risque que j'ai travaillé, il a diminué? OK, j'attaque le prochain risque, par exemple les risques psychosociaux. Et ainsi comme ça. On voit bien que c'est un suivi et c'est une démarche en continu de suivi de documents uniques. Ce n'est pas un document, encore une fois, qu'on le remplit une fois et on l'oublie pendant un an jusqu'au 1er janvier 2027. Mais c'est vraiment un document qu'on regarde à chaque fois. Et aussi grâce à Papri Pacte ou grâce à la liste des actions pour les moins de 50 salariés, on peut dire et prévoir quelles actions vont venir dans les prochains mois à venir. Frédéric, est-ce que tu veux me compléter, ajouter des précisions par rapport au suivi ou c'est OK pour toi aussi? Bah, écoute, Nouraïm, je pense que tout le monde a bien compris que si j'investis du temps pour rédiger un document, il faut que je le rende utile. Il faut que quelque part je lui apporte des solutions. On est de toute façon sur un processus d'évolution continue de la démarche, hein.
Donc, comme tu l'as si bien dit, Nouraïm, observer, analyser, c'est la première étape. Planification des actions, et je rappelle que dans le PAPRIPAC, il faudra mettre un plan d'action et s'il n'est pas mis en place, il faudra justifier pourquoi on ne l'a pas réalisé. La mise en œuvre, naturellement, en ayant fait les tableaux d'évaluation, le suivi et les mesures, c'est quand même l'important, et l'ajustement et la réitération de l'objet de manière à ce qu'il puisse vivre de manière régulière. Alors, certains peuvent utiliser tout simplement la matrice PDCA, hein, qui est de planifier, réaliser, vérifier et ajuster, qui vous permettra effectivement de mieux adapter. Voilà. Et ça renforce naturellement le dialogue social lorsque vous intégrez chacun à son niveau pour avoir sa propre évaluation, parce que quelquefois, en voulant bien, on perd un peu plus de temps. Donc, c'est comment je le réaménage à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais compléter en termes de propos, Nouraïm. Merci. Merci, merci. Ici, on vous a également mis des ressources importantes que vous pouvez aller voir, donc les INRS, le Code du travail, l'article sur les documents uniques et toutes les infographies que vous avez vues dans notre présentation. Merci Nouraïm. Je voulais juste rajouter et compléter que naturellement, les organisations syndicales, qu'elles soient patronales ou salariales, sont également très impliquées sur ces facteurs-là. La médecine du travail, sur laquelle vous cotisez, a aussi des actions d'accompagnement. Et nous, en tant qu'acteurs de la protection sociale, on a naturellement des personnes comme Nouraïm qui interviennent au cœur, qui peuvent travailler sur l'absentéisme, les actions de prévention et l'accompagnement, que parfois dans vos conventions collectives, vous avez l'obligation de mettre en place le haut degré de solidarité qui permet d'intervenir et d'apporter. Donc, n'hésitez pas à consulter vos conseillers en protection sociale qui peuvent vous apporter des éléments, mais également la médecine du travail qui a aussi des outils en termes d'accompagnement. On ne se fait pas concurrence, on n'a qu'un seul enjeu, c'est de vous apporter les solutions les plus adaptées qui vous permettront d'être encore plus performants. Voilà ce que je voulais compléter en termes de propos, Nouraïm, et confirmer que la médecine du travail de la Vienne, que j'ai rencontrée dernièrement, me disait que suite à différentes interventions et contrôles, une entreprise sur deux n'avait même pas de décision de DURP en place. Donc voilà, donc, comme quoi on pourrait peut-être confirme encore éviter une fois. certaines amendes et risquer effectivement la faute inexcusable.